Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un atelier, enfin une presse sur comment designer sa database. Pourquoi cet atelier? C'est un des challenges qu'on a dû relever, nous en tout cas pour notre projet finaux, les plus chiants, honnêtement. Ça nous a pas mal bloqué sur tout le reste, donc je pense que répondre à des questions dès maintenant que vous vous poserez pour les projets finaux, ça peut être vraiment pas mal et vous faire gagner du temps. Donc voilà, la question qu'on va se poser pendant cette presse, c'est quel choix faire pour le design de votre base de données. Je vais me présenter vite fait, je m'appelle Jules, donc j'ai fait la session juste avant vous. Euh, Comme je l'ai dit, on a fait un projet d'app de rencontre. N'hésitez pas à aller voir, c'est obviews.com si jamais vous voulez voir, on est en bêta, Moi, je tiens un si vous truc voulez de tester. data visualisation. Genre. Est-ce que c'est obvious.com? Ah, Voilà, donc obviews.com. Et si jamais vous voulez me contacter sur Slack, c'est rigomon.j. Et si vous voulez me contacter pour Obviews, c'est ben.cmjn. Il y aura tout à la fin de toute façon. Donc, quel choix faire pour le design de votre base de données? Alors déjà, je sais que c'est un peu chiant, mais il faut définir les termes qui sont importants. Qu'est-ce qu'une base de données déjà, tout simplement? Alors, une base de données, ça va être des données qui sont structurées, d'accord? Et sur lesquelles on va avoir accès. Donc, on va pouvoir visualiser, qu'on va pouvoir afficher. Donc des données structurées et accessibles. Pourquoi ces termes sont importants? Parce qu'ensuite, sur la démarche qu'on va faire pour savoir comment designer notre base de données, ben, on va réutiliser ces termes pour remonter le fil de quoi choisir en fait. Donc bien se souvenir qu'une base de données, c'est des données, donc un int, une chaîne de caractères, un string, structuré donc avec des associations entre eux, entre les modèles, et accessible parce qu'on va pouvoir les voir. Si on ne pouvait pas les voir, ben, ça ne servira à rien, en fait, on n'aurait même pas de base de données. Ça servira. Donc déjà pour savoir quel choix faire, il faut qu'on sache les choix qu'on a. Et les choix, ça va être par rapport aux associations entre les modèles. Donc belongs to, as one, as many through, as one through, as and belongs to many. À distinguer que dans toutes ces associations, le plus important c'est de savoir si c'est une relation one to one ou one to many ou many to many. Donc la dernière as and belongs to many, c'est many to many. Vous inquiétez pas, on va réexpliquer au fur et à mesure. Et les autres, c'est one-to-one ou one-to-many. Donc, par exemple, as one, c'est un modèle avec un autre modèle, enfin une instance avec une autre instance. Pardon. Alors, donc déjà pour expliquer belongs to et as many, donc là, imaginons qu'on ait un médium simplifié. C'est par exemple un utilisateur qui s'inscrit sur notre site, qui écrit un article. Et par contre, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de clap, il n'y a rien du tout. Il y a juste un article écrit et un utilisateur. Okay. Donc là, on a user 1, user 2, user 3, 1, 2, 3. Le troisième n'a pas d'article, le deuxième en a un seul et le premier en a trois. Donc on voit bien que le user 1 a trois articles, donc que c'est une relation one to many. Il y a un user, plusieurs articles. Ok, c'est clair? En fait, le concept de one to many, même si vous ne le comprenez pas tout de suite, il faut juste comprendre que euh, as many, c'est une relation one to many parce que juste après, je vais vous expliquer ce que ça implique en fait. Mais il faut juste comprendre que cette relation-là en particulier, c'est one to many, c'est une instance avec plusieurs autres instances. Donc là, c'est une instance de user. On voit qu'on a un ovale rouge, je sais pas si c'est un user et plusieurs articles. Okay, il faut juste se souvenir que là, c'est une instance avec plusieurs autres instances. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Et par contre, on voit que le user 2, là, a un seul article. Mais vu qu'on a vu juste avant qu'il pouvait en avoir plusieurs, on sait quand même qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc on sait que c'est une relation one-to-many en fait. Donc ça c'est pour medium simplifié. Et donc ça dans vos modèles, ça va se représenter par un as many articles dans le modèle user. Donc, enfin dans la classe user, pardon. Class user as many articles. Et donc en fait cette database là, donc de medium simplifié, va se représenter comme ça dans nos modèles. Donc avec deux lignes plutôt simples, as many articles, et dans article, belongs to user. À noter les majuscules, les S, tout ça, camel case, snake case, ça c'est des conventions, mais je vous invite à faire la même chose en fait pour que tout le monde se retrouve
dans votre programme. Et aussi ne pas oublier les S dans vos as many articles, parce qu'en anglais il faut rajouter un S, enfin là c'est au pluriel donc il faut rajouter un S. Et belongs to one user, donc il n'y a pas de S à users. Et s'il appartenait à des users, genre on mettra Alors, ça justement c'est super intéressant comme question parce qu'en fait, il y a un... enfin, moi c'est quelque chose qui m'a pris du temps à comprendre, c'est que en fait quand on a une relation entre deux modèles, en fait c'est pas la relation entre les modèles qui est importante, mais la relation entre les instances de modèles. Je vais vous expliquer plus sérieusement. Alors en fait, on a un modèle user, ok, au singulier, mais par contre ça veut dire qu'on va pouvoir créer plusieurs users, ok. Donc par exemple, j'ai mon modèle user sur le site Medium, ok, et je vais pouvoir créer des instances de ce modèle user. Une instance, ça veut dire une personne, par exemple. Dans le cas du modèle user, un utilisateur, c'est une instance du modèle user, ok. Et donc là, belongs to user de article, c'est une relation. Donc on a une instance d'article, je vais le remettre juste avant, ici là, une flèche avec un seul article en fait. Enfin, en fait, chaque article belongs to one user quand on remonte, mais quand on descend, il y en a plusieurs. Voilà, exactement. Donc là, on a une relation pour user. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas mettre genre, ah mais non, parce que En fait, les relations. Bah là, en fait, ce qu'on voit, bah, juste après, de toute façon, donc là, on a fini. oui, non, parce qu'il peut avoir Juste après, c'est le as one et je vais expliquer. Je t'explique tout de suite. Ok. Bon, du coup, là, on a le cas du belongs to et as many. Juste après, on a le cas du as one. As one et le enfin, juste as one. Pour expliquer as one, à quoi ça sert en fait. Pourquoi est-ce qu'on a un as one et pourquoi est-ce qu'on a un belongs to? Quel est le lien entre les deux et pourquoi est-ce qu'il y en a deux qui sont différents? Déjà, enfin, sur Rails en tout cas, chaque association et même chaque possibilité qu'on a ont la plupart du temps un but et sont pas là de manière anodine. Chaque chose a sa place en fait dans Rails et donc ce as one là il n'est pas là de manière anodine parce que là en fait on a le cas d'un bus, donc on a des instances de bus qui sont liées à des instances de conducteurs, donc on a un bus 1 qui a un conducteur 1, bus 2 qui a conducteur 2, etc. Et donc un bus as one driver, ok. Pourquoi est-ce qu'on a ce as one et on n'a pas bus belongs to conducteur? Parce que le bus, il appartient pas spécialement à ce conducteur. Le conducteur va pouvoir changer entre temps. Par exemple, le bus va pouvoir appartenir, faire un belongs to la compagnie qui a acheté le bus ou l'entreprise qui gère les bus. En fait, le as one, bah, ça va permettre d'avoir quelque chose de variable et ça va avoir beaucoup plus de sens quand on va créer des databases, bah, par exemple comme ça avec un bus et un conducteur, on ne va pas faire de database comme ça. C'est une analogie, mais en gros, ça permet de comprendre une espèce de hiérarchie en fait. Le belongs to, ça va être vraiment en dessous. Enfin, quelque chose qui belongs to quelque chose d'autre va lui appartenir, belongs to. Alors que as one, bah, un bus peut avoir un conducteur, mais le bus n'appartient pas spécialement à ce conducteur en fait. Est-ce que c'est clair? ouais, mais si on passe pas super philosophique, est-ce que il a pas bon, bref, vas-y, j'arrive. En fait, la différence entre ces deux-là, il n'y en a pas vraiment. Ce qui est important, c'est de savoir que entre belongs to et as one, c'est une relation one to one. Ouais. En fait, les deux, c'est des relations one to one. Ouais, Ce qui est important, c'est pas vraiment de savoir, enfin, l'association, savoir laquelle utiliser, c'est pas extrêmement important. Le plus important, c'est de savoir est-ce que c'est un one to one, un one to many ou un many to many. À partir du moment où tu as compris que tu devais utiliser un one to one, par exemple, un bus a un seul conducteur, il n'y a pas deux personnes qui conduisent en même temps. Tu sais que c'est un one to one, tu n'as pas besoin d'aller te poser beaucoup plus de questions. Tu utiliseras celui qui. Apparemment, si, parce qu'après, il faut choisir. En fait, juste après, pour les questions qu'on se pose quand on essaie de designer notre database, là, on essaie juste de voir les possibilités qu'on a. Mais le choix entre les deux n'est pas extrêmement déterminant, entre le as one et belongs to. Le belongs, ça veut pas dire qu'il y a toujours le même. Le belongs. Ouais. Ça veut pas dire qu'il y a toujours la même association. Et le as one, bah, ça peut changer. Exact. En fait, quand on le crée, il va nous demander. Enfin, si on met un belongs to, bah, par exemple, juste là, juste avant. Là, on a belongs to user. Si on crée un article et qu'on lui dit pas qu'il y a un user qui l'a créé, il va nous dire non, c'est mort. Enfin, il n'y a pas de créateur, ça n'a aucun sens. Alors qu'un as one, je peux créer mon bus, et le bus il est vide, il n'y a pas de conducteur encore dans le bus.
Donc class bus as one driver. Bus as one driver. Attends. Ouais. Du coup, dans la classe bus, Yes. tu mets quoi? Tu mets belongs to driver ou tu mets as one driver? Bah là, du coup, c'est dans bus as one driver, mais si on voulait par exemple que le bus appartienne à une compagnie, on aurait pu mettre bus belongs to compagnie. Ouais, mais là, c'est plutôt l'inverse. Si tu mets as many dans la classe, Ouais. par exemple, tout à l'heure, article, enfin, user, Ok. tu mets articles, dans user, enfin, dans article, tu vas mettre belongs to users. Mhm. Là, du coup. Oui, du coup, c'est l'inverse. Ouais, En c'est gros, ça. bah là, le as one, en fait, c'est comme un as many, c'est dans l'autre sens en fait. Par exemple, on a la compagnie et le bus qui belongs to cette compagnie, donc qui va être en dessous hiérarchiquement. Bah là, ça va être plutôt l'inverse, ça va être le bus qui as one, donc comme un as many, mais cette fois avec un seul, juste en dessous, le conducteur, d'où l'ordre dans lequel je l'ai mis en fait sur la database. Là, j'ai mis les articles en dessous du user. Ouais, mais c'était plutôt sur la réciprocité ma question. En gros, si je mets bus has one driver, Mhm. est-ce que je dois forcément mettre un truc dans driver? Pas spécialement. Pas spécialement, il n'y a pas forcément de réciprocité à mettre Non. dans la question. Pas pour les as one en tout. Ouais, c'était ça. Quand on a un bilan, on a une réciprocité. Voilà, exactement. Ouais, c'est pour ça. Parce que sinon, imaginons qu'on ait des articles qui belongs to users, enfin to user, bah le user ensuite on va pas pouvoir accéder à l'information depuis user en fait. Mais du coup, si je supprime le user, ça supprime ses articles. Mais si je supprime l'article, Alors bah ça c'est une option dans Rails qu'on peut mettre dans notre modèle ou dans la migration, je sais plus exactement, mais en gros on peut mettre je crois que c'est dependent destroy il me semble. Je sais pas si vous l'avez vu, nous on l'avait vu dans la semaine. Et en gros ça fait que bah, pour les relations comme ça qui descendent de hiérarchie, ça fait que si on supprime le user qui est juste là, si on supprime le user 1, et bah, les articles 1, 2 et 3 vont disparaître. Ça c'est dependent destroy. Voilà, c'est spécifique. Que tu mets dans le modèle, c'est ça? Euh, À un moment, tu mets un destroy. Je sais plus où oui, c'est. mais je sais plus si c'est dans le modèle ou si c'est dans la migration, il me semble que c'est dans le modèle. Ouais. Et C'est si genre tu mets un virgule destroy, dependent destroy. du coup, si tu Bah si on met un destroy le dependent user, destroy, c'est- qu'on rajoute ça ici, ou ici, je sais plus, enfin je me souviens plus du tout de la syntaxe, mais en gros on le met dans un modèle, et ensuite ça nous permet de, quand on supprime le parent, en fait, bah ça Ok. supprime l'enfant. Donc est-ce que le as one c'est bon, vous avez... Alors là on va voir les through, donc comme je l'ai dit juste avant, dans Rails dès qu'il y a un choix c'est pas anodin. Pourquoi est-ce qu'il y a un through? Juste après, je vais en reparler, mais c'est pour pas se répéter en fait. C'est pour pas avoir de redondance dans notre database. Je vais revenir après voilà, si ça vous paraît pas très clair, c'est pas grave. Juste après, on va en reparler. Donc là, on a un user one, donc une instance de user cette fois, enfin comme tout le temps. Lib1, donc qui va être une bibliothèque, une instance de bibliothèque, et 3 livres, book 1, book 2, book 3, qui sont 3 instances du modèle book, pardon. Donc là, on voit qu'entre user et lib1, on a une relation one-to-one. Entre lib et books, on a une relation one-to-many. Et entre user et books, on a une flèche blanche. Je vais vous expliquer. En fait, imaginons qu'on veuille faire un appel sur notre site pour savoir à qui appartiennent les livres. Enfin, on a un utilisateur connecté. Dessus, il peut rentrer le nom d'une de ses bibliothèques. Enfin, il a une bibliothèque chez lui à qui il donne un nom, en fait. Et cette bibliothèque, dedans, il va rajouter des livres. Okay, donc, les livres appartiennent à cette bibliothèque. On est d'accord, elles font partie de cette bibliothèque parce qu'on les range dedans. Mais cette bibliothèque elle-même appartient à la personne qui la possède, en fait. Et du coup, ces livres, par le biais de cette bibliothèque, appartiennent aux users. Et c'est ça, en fait, que ça veut dire une association through. C'est qu'elles vont appartenir à quelqu'un d'autre, mais au-dessus dans les hiérarchies de notre database en fait. Les livres appartiennent à cette bibliothèque, mais vu que cette bibliothèque appartient à l'utilisateur, et ben les livres appartiennent aussi à l'utilisateur. En fait. À travers, par l'intermédiaire. Voilà, exactement. En fait, on remonte tout le fil des flèches qu'il y a là, d'où la flèche à gauche en fait qui passe à côté, mais qui pourrait aussi passer par le milieu, et en gros qui passe par librairie pour remonter jusqu'à user en fait. Et ça nous permet de faire quoi? Les relations through, juste après je vous explique, c'est que du coup ça nous permet de ne pas nous répéter et de ne pas avoir plusieurs fois la même information de notre database. Et ça c'est ultra important quand on veut créer une database.
si vous voulez éviter de vous retrouver avec des frais sur Heroku pour le projet final, ce qui nous est arrivé. Donc voilà. Ouais, ils te font payer à partir d'un certain nombre de colonnes que tu utilises dans ta database. Et si du coup tu te répètes dans ta database, tu te retrouves avec des trucs en trop et du coup ils te font payer. Donc voilà. Évitez de faire cette erreur. Tu payes combien C'était 10 euros. Mais tu peux prendre un hébergement. Oui, tu peux prendre un hébergement, mais c'est juste, c'était un exemple pour expliquer pourquoi c'est bête de faire ça. Donc là, c'est un peu plus, au niveau des associations, c'est un peu plus fourni. Donc on a la classe, on va commencer par user, as one library. Donc l'user qui est là a une bibliothèque, ça va. Relation one-to-one. Juste en dessous, user as many books through library. Donc user qui est au-dessus, as many books qui sont tout en bas, à travers la librairie. Donc si on passe en fait par là, on voit bien que les books peuvent remonter jusqu'à user en fait. Donc c'est ça, as many books through library. Donc là pour le coup, quand on a un through, ça implique le fait qu'il y ait déjà d'autres associations en fait avant. Donc si on met un through comme ça en plein milieu, ça n'aura pas de sens. Donc du coup, il faut faire attention à l'ordre dans lequel on le met. Si on met un as many books through library juste avant le as one library, bah Rails va nous envoyer une erreur en fait parce que le programme est lu en fait dans un certain ordre et du coup il va se rendre compte qu'il n'y a pas de librairie par laquelle il peut passer avant en fait. Il faut d'abord qu'il soit lié à la librairie pour pouvoir remonter le fil de la librairie pour aller tout en haut. Donc important de mettre dans le bon ordre. As one library, as many books through library. Library donc one to one, donc user as one library et library belongs to user. On a dit juste avant que c'était pas obligé d'avoir de réciprocité, mais par contre c'est possible. Donc belongs to user. Et library, donc as many books. Et du coup, ça change rien si tu le retires Ça change rien. D'accord. Enfin, ça change pas spécialement quelque chose. En fait, le cas du bus, c'était vraiment pour vous expliquer le as one tout seul, parce que c'est un truc qui, moi, m'a pris du temps à comprendre. Je me suis dit de le mettre tout seul, c'était mieux pour l'expliquer. Mais au final, ça change pas grand chose, parce que de toute façon, tu vas jamais utiliser un as one comme ça tout seul dans une database, ça n'a pas trop sens. Je vous laisse le lire vite fait. Le fait que l'utilisateur ait plusieurs livres, ça n'a de sens que par rapport à la bibliothèque. En fait, sinon on se retrouverait. Attendez, je vais avancer dans ouais, quelques slides. Sinon, qu'est-ce qui se passe Sinon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est celui de droite. Celui de droite. Celui de droite, c'est le cas où on n'avait pas utilisé de through et c'est ce que je disais en fait juste avant pour le Heroku. Voilà, tu te retrouves avec user qui has many books, library qui has many books et library qui belongs to user. Du coup, tu te retrouves avec deux fois les mêmes books. En fait. Et du coup, tu te retrouves avec des colonnes en trop qui servent totalement à rien. Alors qu'avec le through qui est là pour ça, qui a été créé justement pour ça, tu surcharges pas ta database. Du coup, quand tu dis qu'il a plusieurs books, est-ce que ça implique que lorsque tu fais ton as many, ça recrée des colonnes il recrée des colonnes dans ta database ou... Parce que tu dis que tu surcharges ta base de données, mais au final, il va toujours chercher dans la même base de données. Ouais, en fait, il va chercher dans la même base de données, mais là, en fait, tu vas avoir deux instances du même livre. D'accord, c'est en fonction du nombre d'instances qui tournent. Voilà, c'est ça. Lorsque Ah oui, tu c'est crées pas dès que tu crées ton truc, ça va pas la surcharger. C'est par rapport à ce que tu crées. Si tu lui rajoutes 5 livres, au lieu d'en avoir 5, tu vas être obligé d'en avoir 10 dans ta database. En fait. Ça va tout doubler. Et quand tu te retrouves avec des databases beaucoup plus complexes, tu te retrouves avec. Dans ta database book, en fait, tu vas avoir deux lignes. Voilà, exactement. Alors, du coup, les autres, je pense que ça va, mais du coup, juste les belongs to, through et as many through. Donc, du coup, les deux through qu'on utilise là, c'est book belongs to user through library. Donc, les livres appartiennent à l'utilisateur à travers sa bibliothèque. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire des appels que je vais vous expliquer juste après, qui vont nous faciliter la vie une fois qu'on essaie de faire vraiment un site ou une application qui marche. Et du coup, la réciprocité, ça va être que user as many books through library. Vu que les books belongs to one user, il faut bien que l'user ait plusieurs books.
à travers la librairie. Donc voilà, ça nous permet juste de passer au-delà de cette étape intermédiaire et du coup de ne pas surcharger notre database. Donc si jamais vous êtes en train de designer votre database et que vous vous rendez compte qu'il y a des trucs qui sont plusieurs fois dans notre database, pour rien, bah, pensez au through dans les associations, qui est quand même assez utile. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, toutes les associations sont utiles dans des cas particuliers. Donc, usager du bus, on a un conducteur 1, un bus et deux instances d'usager. Enfin, une instance de conducteur, une instance de bus et deux instances d'usager. Donc là, entre bus et usager, on a une relation. One to many. Voilà, exactement. Donc il y en a un et en bas, il y en a deux. Donc c'est one to many. Entre conducteur et bus, on a une relation. Voilà. Comme on l'a vu juste tout à l'heure, il y a un seul conducteur à chaque fois qui conduit le bus. Non, Donc là, en fait, l'usager belongs to. En fait, là, en fait, c'est l'utilisation du through, mais dans le cas d'une relation one-to-one. Donc là, on a le bus et le conducteur, c'est une relation one-to-one. Juste avant, en fait, on avait user has many books et books belongs to user. Donc là, c'est relation one-to-many avec un through. Là, c'est la même chose avec un through, mais pour le cas d'une relation one-to-one. Donc là, on a chaque usager, en fait, qui belongs to us, donc comme on l'a vu juste avant, relation one-to-many. Ensuite, on a bus qui has one driver, juste entre ces deux-là. As many usagers, donc c'est ce qu'on a vu. Driver, il n'y a rien. Et en fait, du coup, usager, c'est ce qu'on disait, c'était ta question tout à l'heure, est-ce qu'on est obligé d'avoir une réciprocité? Non. As one driver through bus. Donc là, en fait, l'usager va avoir un seul conducteur à travers le bus, parce que le bus a un conducteur, en fait. Donc là, c'est vraiment l'équivalent de celui d'avant, sauf que, bah, au lieu d'avoir un one-to-many, on a un one-to-one. Voilà. Ah oui, parce qu'on aurait pu vraiment l'écrire de la même manière, en fait. Les bouquins, on aurait juste pu mettre as one through pour chaque livre, pardon. Bah, en réalité, on pourrait, mais ça voudrait dire qu'en fait, c'est le cas du fait que ce soit des instances et pas des modèles. C'est que, bah, en fait, le but justement d'avoir des as many, etc., c'est de nous éviter de devoir créer un modèle pour chaque instance. Ok. Sinon, on pourrait créer, bah, ça pourrait être possible, book 1, book 2, book 3. Pour chaque truc, on lui assigne, une association et voilà, ça marcherait, mais c'est pas le. Mais d'où la différence entre les deux, en effet. Donc voilà, est-ce que c'est clair? Est-ce que tu peux laisser un petit peu? Ouais. Du coup, on aurait très bien pu mettre aussi dans Driver, as many usagers, tout. Ouais, exactement. Vu que là, c'est une relation one-to-one. En fait, c'est vrai que j'aurais pu faire plus logique en mettant que des one-to-one et du coup faire des through. Mais là, du coup, j'ai fait un one-to-many entre bus et usager et un one-to-one entre driver et bus, en fait. Et du coup, j'ai fait le through à travers le one-to-one qu'on avait, qui était celui entre bus et usager. Et conducteur, pardon. Mais oui, du coup, on aurait pu rajouter un as many, là, juste en dessous, là. Driver, as many, usager, through bus. Mais c'était pour montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin de réciprocité dans toutes les associations. C'est bon? Okay. C'est bien. Pour l'instant, ça va? Ok. Alors, là, c'est l'association. Pour certains, ça va paraître spécial, pour d'autres, ça va rentrer tout seul, mais voilà, juste, vous inquiétez pas, moi, ça m'a pris du temps à comprendre aussi cette association, si jamais vous ne comprenez pas. Donc là, on a le cas d'un tournoi, où je sais plus quelle analogie tu as utilisé toi tout à l'heure, pour le as and belongs to many. C'était un utilisateur qui a plusieurs articles, et les articles peuvent être écrits par plusieurs. Ouais, voilà, avec des co-auteurs par exemple. Et bah du coup là, imaginons qu'on a un site où on peut créer, des tournois de n'importe quoi. On a un utilisateur donc, qui se connecte sur le site et qui dit moi je veux créer un tournoi, donc il crée son tournoi, il y a une instance de tournoi qui s'appelle tournoi 1 qui est créée, qui est liée à ce user 1 qui est entre parenthèses créateur, on va voir juste après pourquoi, et 3 autres utilisateurs
qui participent à ce tournoi. Donc participant 1, participant 2, participant 3. Mais on voit bien qu'ils sont tous de la même couleur. Donc juste avant, en fait, à chaque fois, on se retrouvait tout le temps avec un modèle d'une couleur, un autre modèle d'une autre couleur, et un autre modèle encore d'une autre couleur. À chaque fois, c'était ça. On avait 3 couleurs différentes ou 2. Sauf que là, on se retrouve avec des relations entre des modèles, sauf qu'on se retrouve avec la même couleur. Donc on est dans le même modèle, on a des instances différentes. Comment est-ce qu'on peut répondre à ce problème-là en fait? Ça, c'est l'association qui nous a posé le plus de problèmes au niveau du design de notre database pour le projet final. C'est qu'en fait, on n'avait pas du tout compris cette association-là, et c'était ce dont on avait besoin absolument pour créer notre database. Du coup, on est resté 2-3 jours avec une database qui ne fonctionnait pas du tout, avec des trucs qui étaient redondants, et on était totalement bloqué. Donc vraiment, connaître les associations, c'est vraiment important. Et donc cette association-là, c'est le as and belongs to many. Alors dans ces cas-là, c'est une relation symétrique, donc on est obligé d'avoir une réciprocité. Et en fait, le truc qui m'empêchait de comprendre, c'est que c'était as and belongs. Du coup, dans ma tête, c'était pas symétrique. En fait, il y en avait un qui avait et un qui appartenait. Du coup, pour moi, ça pouvait pas être symétrique en fait. Sauf que là, ce qui est important à comprendre, en fait, c'est many to many. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a une association, est-ce que c'est one to one, est-ce que c'est one to many, est-ce que c'est many to many? Savoir quelle association c'est pas très très important. Si on sait quel type d'association c'est, alors c'est bon, on a compris ce dont on avait besoin. Donc là, ce qui est très très important, c'est que cette association, c'est une many to many, c'est la seule many to many dans Rails. Et que quand on se retrouve avec un cas où on a l'impression d'être bloqué, la plupart du temps, c'est une association many to many dont on va avoir besoin. En fait, quand on avait fait notre database, on s'était rendu compte que c'était autant le bordel parce que justement, c'était le seul moyen d'échapper à ce problème-là. En fait, c'est le many to many. Ça permet de faire plus ou moins n'importe quoi, un many to many. Et ça nous permet du coup d'avoir des utilisateurs, d'avoir le même modèle à qui ça peut appartenir et à qui ça peut belong en fait. Pas belong et appartenir, pardon, qui peut appartenir et avoir many du même modèle en fait. Il peut appartenir à un utilisateur et avoir plusieurs utilisateurs. Et ça, c'est le fait de pouvoir appartenir et en même temps avoir plusieurs d'un même modèle, plusieurs instances d'un même modèle qui est important dans le many to many. Donc la plupart du temps, quand vous designez une database et vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui a pas trop de sens, la plupart du temps, je pense que cette association-là peut être utile. Du coup, si tu l'utilises alors que tu n'en as pas forcément besoin, est-ce que ça peut créer des problèmes? Alors, justement, pas spécialement. Juste avant, je disais que c'est plus ou moins passe-partout, parce que justement, en fait, une relation as one, on peut en avoir un. Une relation as many, on peut en avoir 0, 1 ou 2. Ou 2 ou plus, plusieurs. Et donc là, vu qu'on a du many to many, on peut en avoir 0, 1, plusieurs, des deux côtés en fait. Et du coup, ça nous permet plus ou moins de faire n'importe quoi. Tu es plus ou moins libre de faire ce que tu veux avec ton many to many. Il vaut mieux faire ça si tu paramètres bien pour éviter si tu sais vraiment pas quoi faire, tu mets des many to many partout, même si c'est pas spécialement ce que je recommanderais. Tu peux remontrer l'écran d'après, l'écran d'avant, je sais plus où tu avais. Non. Ouais. Du coup, c'est avec un S. Alors ouais. Parce que tu en as. Du coup, many to many, donc des deux côtés, c'est un S. En fait, quand c'est many, ça veut juste dire qu'il peut y en avoir 0 ou plusieurs ou un seul. Ouais, c'est vraiment. Pour le coup, le many to many, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Après, j'imagine que lorsque tu as des bases de données, beaucoup de tables, il vaut mieux avoir des. En fait, il me semble. J'ai pas spécialement regardé l'optimisation de celle-là, mais je pense que si tu le mets partout, ça va poser des problèmes. Honnêtement. En fait, vraiment, chaque truc a été fait à un but précis. Donc, si tu utilises des. En fait, c'est. Je vais en reparler, je crois, juste après. En fait, la doctrine Rails, je sais pas si vous l'avez lu ou pas, je vous invite vraiment, 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 vraiment à la lire. Genre vraiment, c'est pas. Moi, ça m'a pris du temps à la lire, j'avais trop la flemme, c'est un peu long. C'est vraiment important parce qu'en fait, on comprend dans quel cadre ça a été. Rails a été fait, et du coup, on comprend par définition comment l'utiliser de la manière la plus efficace. En fait. Si on comprend pourquoi ça a été créé,
on comprend pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à faire ça ou plutôt autre chose. Et vu que notre but c'est de savoir quel choix faire, bah, c'est très très important de savoir dans quel contexte ça a été créé et pourquoi ça a été créé par exemple. Est-ce que c'est bon? Est-ce que les associations, ça vous paraît clair? N'hésitez pas s'il y a des trucs qui sont pas clairs. Voilà. Et je dis ça aussi pour ceux qui regardent l'enregistrement, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Slack. Donc maintenant qu'on a les associations, on a les bases, on sait quel choix on peut faire en fait. Et donc du coup, on va voir comment faire ces choix, maintenant qu'on sait les choix qu'on a. Une petite aparté, ça sert à rien, en tout cas pour votre projet final, de faire des bases de données que vous allez penser être parfaites, le mieux possible, etc. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui nous a fait perdre du temps et qu'il faut faire quelque chose qui marche avant tout. Vraiment. Si ça marche, c'est très bien, vous passez à autre chose, vous faites autre chose, vous avancez sur quelque chose de plus important, mais même si c'est très très important d'avoir une database bien, qui marche, etc., il ne faut pas non plus passer 10 plombes dessus parce qu'il y a des choses aussi plus importantes. Donc, vraiment, même si vous êtes perfectionniste, n'essayez pas de faire une base de données qui est parfaite, qui marche à tous les coups, même si vous avez quelques doutes sur certaines associations. Si ensuite vous répondez aux questions juste après et que ça vous paraît cohérent, alors vous n'avez pas besoin. Et aussi, faites vos bases de données par itération, faites-le plusieurs fois, faites plusieurs propositions, demandez à votre mentor est-ce que c'est bon, est-ce que ça te paraît cohérent. Voyez aussi entre vous, avec d'autres groupes et tout, je vous invite à pas mal discuter pour les projets finaux avec d'autres groupes. Et aussi, du coup, d'avoir pas mal de communication entre votre propre groupe, même si vous avez une team sur le back et une team sur le front, ça permet toujours d'avoir une vision différente. Ça nous a pas mal débloqué de communiquer comme ça entre les teams. Et du coup, vraiment, n'essayez pas de faire un truc parfait, essayez de faire un truc qui marche et qui est cohérent. Voilà. Donc, le but de cette presse, c'est de savoir quelles questions se poser quand on crée notre database. Et du coup, maintenant qu'on a les armes pour y répondre, en fait, on va voir quelles questions se poser. Donc déjà, plus important, et je pense même pas juste pour votre database, pour avoir vraiment un bon départ, c'est vraiment se dire qu'est-ce que fait mon site, et mon app, ma web app, ce que vous voulez, ce que vous allez faire en Rails pour votre projet final. Qu'est-ce que ça fait vraiment fondamentalement? On enlève tous les trucs en plus, vraiment, même si des fois ça a l'air trop cool et tout, on a des features à rajouter qui ont l'air vraiment ouf, en fait, si l'app ne marche pas de base, ça sert à rien de rajouter des features en plus, vous ne pourrez rien présenter. Donc vraiment, essayez d'aller à l'essentiel. Fondamentalement, qu'est-ce que mon site fait? Quel est l'intérêt? Et voilà, à quoi ça va servir? Donc vraiment, posez-vous cette question, essayez d'y répondre en une seule phrase, pas besoin que ce soit super long, et vraiment essayez d'aller à l'essentiel. Une fois que vous avez la réponse à cette question, vous allez pouvoir répondre à beaucoup d'autres questions que vous allez vous poser pendant les 2 semaines, et notamment les questions de design de database qui sont basées totalement là-dessus. Donc que fait mon site app? Comment savoir ce que fait mon site? En partant par des views en fait. Nous c'est ce qu'on a fait. On a fait une maquette pour essayer de voir en fait à quoi ça va ressembler. Une fois qu'on sait à quoi ça va ressembler, on sait quels appels on va faire à notre database et on sait du coup comment modéler notre database. Je vais vous réexpliquer ça de toute façon tout à l'heure. Donc je vous invite à faire une maquette si jamais... je pense qu'en fait c'est absolument pas du temps perdu. Il y a pas mal de trucs qu'on a fait, on pensait que c'était du temps perdu, au final non. On aurait même dû faire du TDD je pense pendant les 2 semaines. On l'a pas fait, on s'est rendu compte à la fin qu'on a perdu vraiment énormément de temps à s'inscrire à chaque fois tester, à faire des drops de database. Du coup on est obligé de tout le temps réinscrire les users parce que les seeds on savait pas comment ça marchait. Donc franchement faire une maquette pour avoir vraiment une bonne base et partir vraiment sur des bonnes bases avant les 2 semaines, c'est ultra important pour moi. Donc je vous invite vraiment soit à faire une maquette, ou alors si vous voulez pas faire une maquette, vraiment essayer de dessiner vite fait ce que vous voulez faire, et surtout essayez vraiment de bien répondre à la question qu'est-ce que fait mon site, parce qu'ensuite tout le reste va être basé là-dessus. Donc si vous voulez faire une maquette, j'ai mis un petit logo là, c'est gratuit, ça s'appelle Figma. Vous avez le droit à 3 projets simultanés gratuitement. Donc nous c'est ce qu'on a utilisé, ça marche très très bien. C'est très très simple aussi, donc voilà. Si jamais vous ne savez pas quoi utiliser, Figma c'est pas mal. C'est une simulation de front.
C'est... Je saurais pas comment expliquer ce que c'est, mais en gros, tu peux faire des views, quoi. Ouais, c'est une simulation de plus ou moins. Et juste, je suis en train de regarder sur le site, j'ai l'impression que c'est que pour application téléphone. Enfin, tu peux faire aussi web, site. C'est vraiment optimisé, on n'a pas... D'accord, ok. On a optimisé vraiment pour le téléphone et on n'a pas optimisé pour le Ah desktop. non, excuse-moi, je parle pour Figma. Ah, pour Figma, bah, t'as une app, t'as un applicatif, un software que tu peux télécharger. Ouais, ok. Mais sinon, les web apps maintenant, ça marche très très bien. Tout aussi bien qu'un software, donc je pense que ça va Ok, être ok. utilisé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a défini ce que c'était une database? Bon, déjà parce que c'est important, mais aussi parce que ça va nous permettre de répondre à pas mal de questions. En faisant une maquette, on part des views, donc on part du front en fait, de qu'est-ce qu'on va vouloir afficher. Donc par exemple pour notre application, on avait un écran d'accueil, donc avec un onboarding qui nous explique ce qu'est l'application et se login, s'inscrire. On avait ensuite un board qui en fait est l'écran de l'application en elle-même qui va nous permettre d'avoir des propositions de personnes. Et ensuite, on va avoir validé le match et voir ses matchs. Donc on va avoir genre 4 pages. Et juste avec ces 4 pages, on a réussi à en déduire tout le reste en fait au niveau de notre database. Donc en fait, l'accessibilité dans le sens où on a accès à nos données de notre database, ça nous permet ensuite de déduire la structure qu'on va devoir créer. Parce que si on veut faire un appel pour voir qui sont tous les matchs d'une personne, ben on va pouvoir utiliser un user, un match et d'autres personnes dans ce match. Là, ça n'a pas de sens parce que je vous parle d'un truc où nous on était dedans, etc. Mais en gros, ce que je veux expliquer, c'est que en partant de views, en partant d'une maquette, ça nous permet de déduire la structure qu'on va devoir créer à travers les appels qu'on va devoir faire à notre database. Donc vraiment très important, essayer de savoir quels appels on va faire à notre database, lesquels on va faire le plus souvent, ça c'est une question d'optimisation, c'est pas très important. Et ouais, voilà, vraiment, quels appels on fait à notre database, et du coup ensuite on peut déduire les liens parce que, d'ailleurs je vous invite à chercher sur Google ça, et à le garder en favori, ça va vous servir vraiment. Ça nous permet en fait de voir toutes les méthodes qu'on peut utiliser sur tous les modèles dans notre console Rails. Donc en fait, on a les associations à droite, donc HABTM c'est as and belongs to many, as many et as many through, et là on a les cases qui sont cochées, et après il y a plein d'autres tableaux, mais en gros ça nous permet de voir toutes les méthodes qu'on peut utiliser en fait. Et du coup, ces méthodes, c'est ce dont je parlais, c'est les appels à notre database en fait. Tous les trucs comme ça, c'est des appels à notre database. Et à partir du moment où on sait quels appels on va utiliser, donc par exemple, si dans ma view, je veux voir tous mes amis, je sais que je vais devoir faire un appel entre user et ses amis. Donc je sais que avec ce tableau-là, je vais chercher l'appel dont j'ai besoin, qui va être de voir tout. Enfin, du coup, ça va être un one-to-many. Donc, je vais regarder, là, c'est un as-many. Donc, là, c'est one-to-many. Et je vais chercher celui dont j'ai besoin. Bon, là, j'ai pas d'exemple parce que ça va être compliqué d'expliquer tout. Mais en gros, ce tableau-là, une fois que vous savez quels appels vous allez faire en déduisant depuis votre maquette, en fait, va vous permettre de savoir quelle association utiliser. Parce que c'est écrit juste au-dessus, en fait. Là, c'est juste un tableau. Enfin, je vous conseille vraiment d'aller voir ce qui a marqué juste au-dessus sur Google. Vous allez trouver, c'est le premier lien. Et il y a plusieurs tableaux qui vous expliquent en gros, si vous ne savez vraiment pas, avec quels appels on va pouvoir faire quelles associations et inversement. Donc ça va me permettre ensuite de savoir, moi si je dois faire un appel comme ça, je sais que je vais utiliser cette association-là. Donc ça se trouve que là, l'itération que j'ai faite de ma database, elle n'est pas bonne. Parce que cette association-là, elle ne me permet pas de faire cet appel. Donc, dans le doute, vraiment se référer à ce tableau-là. Depuis le début, je vous parle de relations one-to-one, one-to-many et many-to-many. Je pense que vraiment la question à se poser, c'est pas quelle association utiliser, mais c'est quel type d'association utiliser. Là, vous savez, en fait, plus ou moins avec ces 3 types-là, en fait, vous ne serez jamais perdu si vous savez quel type d'association utiliser.
je vous conseille vraiment quand vous modélisez votre app, que vous savez à quoi ça sert, que vous avez fait une maquette, de vous poser des questions entre ces deux modèles-là. Fondamentalement, est-ce que c'est un one-to-one, un one-to-many ou un many-to-many? Si vous savez répondre à ces questions et que vous êtes assez confiant sur la réponse, je pense que vous ne pouvez pas être perdu. Vous pouvez pas être perdu sur votre database et qu'elle marchera toujours. Donc vraiment, ne pas s'accrocher aux associations avec la syntaxe, mais vraiment plus au one-to-one, one-to-many ou many-to-many. Ensuite, j'en ai parlé juste avant, la doctrine Rails, très 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 très, très important. Et notamment un des concepts qui là n'est pas dans la doctrine Rails, mais qui est un peu dans leur manifeste, qui dit que DRY, do not repeat yourself, ne te répète pas. Et c'est quelque chose qui est applicable autant dans les contrôleurs, en fait dans tout ce qu'on fait en Rails, essaie de ne pas te répéter quand tu codes. Et du coup ça s'applique à la database parce qu'on ne veut pas avoir de redondance de données, parce que ça surcharge la database pour aucune raison. Donc vraiment, essayez de lire cette doctrine Rails, je vous invite à la lire. Au final c'est pas vraiment très très long, c'est bien écrit. Donc voilà. Pourquoi do not repeat yourself? Bah justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On se retrouve avec des frais et recoûts bêtement. Donc do not repeat yourself, c'est la version avec through. Et la version où on répète les données, bah, c'est à la poubelle. Même si ça marche. Alors quelques conseils en vrac. J'essaie de me rappeler un peu de nous les choses qu'on a dû faire. Je pense vraiment que d'avoir un timekeeper, d'avoir quelqu'un qui est désigné comme une sorte de manager, vraiment qui dit là maintenant ça fait 2 jours que tu es sur cette feature là, ça marche pas, laisse tomber. Nous on a dû laisser tomber une feature, je pense qu'on bossait 45 minutes de plus dessus, c'était bon, mais on avait vraiment plus le temps, on bossait vraiment sur le MVP et du coup on a dû laisser tomber une feature qui était quand même plutôt cool. Et des fois il faut savoir se détacher du truc, se dire bon c'est bon, j'ai passé 2 jours dessus, ça sert à rien, je vais pas me prendre la tête plus. Donc voilà. Et du coup en fait le fait d'avoir un timekeeper ça permet de ne pas se retrouver dans des situations comme ça parce que on lui dit je pense que dans une journée c'est fait, cette feature est terminée. Si dans une journée c'est pas fait, bah, cette personne va venir me voir et me dire c'est pas fait, tu laisses tomber, t'as pas le choix. Alors que si tu es tout seul, tu vas peut-être avoir envie de allez, je continue, je me donne une heure et quart, allez, je continue, au final au bout d'une heure et quart c'est pas fini, on finit la journée dessus, et au final ça marche toujours pas. Donc d'avoir un timekeeper, quelqu'un qui est peut-être porteur de projet en fait, je pense que la personne qui porte le projet est très bien placée pour prendre ce rôle. Donc voilà, je vous invite à désigner une personne. La communication, ça paraît très bateau, mais ça l'est pas tant que ça, parce qu'il y avait pas mal de groupes au final qui communiquaient presque pas, à la limite sur Slack, mais en vrai... Voilà, donc du coup, une manière de communiquer, ça pourrait être de faire un Trello, et vraiment de s'y tenir. Bon, on s'y est pas tenu jusqu'à la fin, honnêtement, mais je pense que on gagne du temps au final. À chaque fois, en fait, c'est de l'investissement de temps pour au final en gagner à la fin. Faire des tests, si vous vous sentez à l'aise sur les tests, faites-le. Je pense vraiment qu'on gagne du temps. Nous, on aurait gagné vraiment un temps énorme à faire des tests dès le début. Et au final, on est beaucoup plus serein quand on push quelque chose en prod, qu'on a fait des tests. On se dit, bah, si les tests passent, il n'y a pas de problème. Si les tests ont bien été codés. En plus, on avait commencé des tests d'intégration et tout. Je pense que si on l'avait poussé au bout, on aurait pu être vraiment confiant sur ce qu'on avait fait. Vite fait, les tests d'intégration, ça va être en fait entre chaque modèle comment ça marche, entre les views et les modèles. Donc ça va être, ça dépend. Il y a plein de technos. Je pense que je sais pas si vous les avez vus. Vous pouvez tester, il me semble, avec Capybara et du coup Airspec pour les tests unitaires. Les tests unitaires, du coup, c'est pour les modèles, chaque modèle. Par exemple, tester si quand on crée un modèle par exemple un belongs to et qu'on lui donne pas de belong, bah, ça marche pas, etc. Donc, je vous invite. De toute façon, c'est jamais du temps perdu. Je pense que les projets finaux sont là pour vous apprendre des choses plus que pusher quelque chose d'incroyable. Donc essayez franchement de faire un maximum et je pense que passer par des tests c'est très très bien. Alors Airspec, R-S-P-E-C et Capybara, C-A-P-Y-B-A-R-A. Capybara.
Capybara, c'est pour faire des tests. Des tests d'intégration. Donc par exemple, imaginons sur son site, tu as déjà des views. Tu veux tester si ton login il marche bien, si ton sign-up il marche bien. Tu peux lui dire, tu vas sur ma page sign-up, tu te sign-up et ensuite tu te login en essayant ces logins-là. Il va te dire est-ce que ça marche ou pas. Ok, d'accord. Ah, c'est vraiment faire du test réel. Voilà, en fait c'est comme si quelqu'un était derrière, enfin pas spécialement, mais c'est comme si entre grands guillemets tu simulais l'utilisation de ton site. Donc je pense que franchement c'est un gain de temps au final. Nous au début on se disait que ça valait pas le coup, mais au final je pense que ça vaut le coup. J'essaie de penser à un autre conseil. Il n'y a rien qui me vient si jamais pour la suite. Voilà, s'il y a des trucs qui me reviennent. Bon, du coup, on va résumer vite fait. On va revenir s'il y a des slides que vous n'avez pas compris spécialement. Enfin, voilà, on va revenir un peu sur tout. Résumer. Quand vous voulez designer votre base de données, bien définir les objectifs de votre site ou de votre app. Très très important, en une phrase, le plus fondamental, même s'il y a des features cool, on essaie d'oublier, on va vraiment à l'essentiel. Très 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 important. Faire une maquette si vous pensez que ça peut être bien. Moi je pense que c'est bien. Ça vous permet de partir de views, en fait, ça permet de remonter tout le fil de raisonnement et du coup d'arriver à un bon design de database en fait. Parce que si on a une maquette, qu'on a des views, on sait ce qu'on a besoin d'afficher. Si on sait ce qu'on a besoin d'afficher, on sait quel call on va faire à notre database, quelle méthode on va utiliser. Si on a les méthodes, on sait quelles associations on doit utiliser. Et si on a les associations, on a notre database. On sait quel modèle utiliser. Donc avec la maquette, avec les views, on peut remonter tout le fil et savoir comment designer notre database sans trop se tromper. Et comme je l'ai dit, le but c'est pas de faire une database parfaite, c'est de faire une database qui marche. Dans le doute, quand vous avez le choix entre deux options et que vous pensez que c'est égal, vous allez voir la doctrine Rails et vous vous dites philosophiquement, ça a été codé de cette manière, quel est le but de cette fonctionnalité? Est-ce que je pense que celle-là a pour but de faire ce que j'ai envie de faire ou est-ce que c'est plutôt l'autre? En fait, vous demandez, est-ce que le mec, quand il a créé cette fonctionnalité, il voulait que ce soit utilisé à cet effet ou pas? Donc la doctrine Rails, je le répète, c'est la 3e fois, mais vraiment, allez la lire. Relation one-to-one, one-to-many, many-to-many. Pas trop s'accrocher aux associations, se demander surtout si c'est un one-to-one, un one-to-many ou un many-to-many. Si vous avez la réponse à cette question et que vous êtes confiant, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc vraiment, posez-vous cette question tout le temps. Et quand en tout cas quand vous designez votre database, si vous êtes entraîné, etc., n'hésitez pas à revenir sur des exos que vous avez fait et vous demander directement, essayer de trouver si c'est une relation one-to-one, one-to-many ou many-to-many. Même si jamais vous avez une idée d'app, ça arrive souvent, on fait quelque chose et on se dit tiens, ça pourrait être cool ça comme app, ben, on essaie de s'imaginer est-ce qu'on aurait ce modèle-là, est-ce qu'on aurait des relations one-to-one, one-to-many. Ça, je pense que c'est un bon exercice pour s'habituer. Et du coup, vous serez beaucoup plus à l'aise pour les projets finaux. Et ensuite, je le répète, soyez pas perfectionniste, faites des itérations, faites-le au début, faites un modèle de database totalement nul au début, on s'en fiche. Vous allez voir les membres de votre équipe, vous leur demandez est-ce que tu penses que ça marche, est-ce que ça a l'air cohérent? Ouais, bof, ce modèle-là, tu pourrais le changer. Ok, on fait une autre itération, on voit si ça marche. Ouais, ça me semble pas mal. Est-ce qu'on pourrait vérifier si ça marche? On va aller voir le tableau sur le site que je vous ai mis. Est-ce que les associations semblent cohérentes? Est-ce que les calls qu'on va faire sur notre maquette sont cohérents? Ok, ça me paraît pas mal, on peut partir là-dessus. Une semaine après, vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose, bah c'est pas un gros problème, vous pouvez changer votre database à tout moment avec des migrations. D'ailleurs, petit conseil, je vous invite à ne pas changer vos migrations à la main. Même si c'est très très moche dans votre historique de migration d'avoir plein de trucs qui n'ont pas de sens, gardez l'historique de vos migrations et quand vous voulez changer quelque chose, ajoutez une migration. Vraiment. Ah vraiment. Est-ce que ça arrive tous? Bah en fait, ensuite tu vas te retrouver sur Heroku à faire des migrations. T'as tout cassé. T'as vraiment tout cassé. Parce qu'en fait, tu dis, par exemple, je crée un user, migration d'après, je lui rajoute un field, enfin, je lui rajoute une colonne. Migration d'après, je rajoute un autre modèle, et migration d'après, je change une association. Sauf qu'on se dit, ah bah tiens, j'aurais pu changer l'association dès le début. Je vais dans ma première migration, je rajoute une association, je me retrouve avec 2 associations pareilles. Heroku, il va me lancer des bugs, et en plus, vu que le log n'est pas spécialement intuitif, disons, sur Heroku, voilà. C'est pas très très simple, donc je vous conseille vraiment de ne pas changer les migrations, même si c'est très très moche.
Et voilà. Et je répète vite fait, si vous voulez me contacter sur Slack, c'est rigomon.j. Et sinon, je vais vous envoyer, si le projet de l'application de rencontre vous intéresse, je vais vous mettre le Slack du porteur du projet. Et si vous voulez être testeur, etc., même ça vous permet même de bosser avec lui. Nous, on est souvent à Diderot, la bibliothèque des Grands Moulins. Donc si vous voulez nous voir, voilà, on est souvent là. Et voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que